tout ce qui est haut potentiel, multipotentiel, on est tous multipotentiels. Tu le penses? On a tous quelque chose, on a tous des talents. J'ai vu mes parents partir tous les matins heureux d'aller au travail. Je me suis dit, pourquoi eux et pas moi? On va pas appeler ça de burn-out, mais bon, j'étais au bout, quoi. Enfin, c'était une dépression. Du coup, j'ai la médecine de travail quand même qui m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Et il m'a mise au placard. Déjà, il m'a fait changer de bureau. Il a retiré le téléphone. Il voulait plus que qui que ce soit m'appelle. Et puis, je suis allée, on va dire, jusqu'au prud'homme pour... j'ai porté plainte contre ce patron. Donc, au prud'homme, j'ai gagné. Du coup, le travail plus moi, ma vie personnelle et tout, c'était un peu compliqué de gérer les deux. Je me suis dit, mais comment font les gens qui sont mal entourés, qui n'ont pas la chance d'être aimés comme moi je suis aimée, hein. C'est bateau ce que je dis, mais voilà, c'est la vérité. Tu couches avec des gens dehors et tout ça, tu couches avec eux et tout ça, en plus tu prends des photos sexy, tu envoies au mec et tout ça. Il va me demander aussi de lui faire des fellations. Parce que j'ai été violée avec ma grand-mère qui est partie aussi si tôt. Et je me suis dit, allez, vas-y, vas-y. On s'est fait attaquer, j'ai jamais vraiment eu peur, j'ai juste eu une montée d'adrénaline. Bonjour à tous. J'ai couché avec une personne avant le mariage. Et écoute-moi aussi. Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Emma, écoute-moi aussi, l'émission qui vous donne la parole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une magnifique femme, forte, brave, qui est présente pour nous raconter son histoire, du nom de Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Emma. Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, tu es présente pour nous parler de ton histoire, qu'on puisse revenir un peu sur les difficultés, les réussites aussi que tu as réussi à forger tout au long de ce beau témoignage que tu vas nous partager. Mais avant ça, est-ce que tu peux revenir un peu sur qui est Sandrine justement ? Alors, la question est assez large. Alors déjà, je suis Sandrine, je suis maman, entrepreneur, conjointe avec une personne neurotypique. Je reviendrai là-dessus. Exactement. Donc voilà. Et si je suis ici pour témoigner, c'est justement pour apporter mon expérience à des gens qui pourraient peut-être se reconnaître dans mon profil. Pourquoi pas les aider ? Donc voilà. Exactement, donc un profil qui est aujourd'hui intéressant et aussi, on va dire, peu connu ou méconnu du grand public. Exactement. Puisque tu es neuroatypique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste comprendre un peu dans quel environnement tu as grandi et qui était Sandrine quand elle était un peu plus petite. Enfin, plus petite pour D'accord. J'ai été une enfant assez calme. Je n'ai pas parlé avant l'âge de 4 ans. Déjà, parce que j'étais une petite fille qui était un petit peu dans son monde, dans sa bulle. Introvertie peut-être. Alors, oui, on peut dire introvertie, mais pas timide. D'accord. Mais disons que voilà, j'étais plutôt assez calme. J'ai un frère, on n'a pas trop de grosses différences d'âge. Et j'ai vraiment vécu, j'ai grandi avec des parents aimants, vraiment une enfance heureuse, avec peut-être une personne de ma famille un peu atypique quand même. Mon père, pour le dire. On va pas le cacher. Oui, exactement. Mais qui avait un comportement un peu spécial, mais je ne savais pas d'où venait ce comportement. Je le saurais, c'est bien plus tard que j'ai compris. Tu l'as compris. Exactement. Ok. Et quels sont les comportements que tu comprenais pas forcément ou que tu trouvais un peu étranges ? Déjà, c'est une personne qui s'entoure pas forcément de beaucoup d'amis, qui a pas beaucoup d'amis, qui peut pas piquer une colère, mais s'énerver assez rapidement. C'est quelqu'un de très gentil, mais pour autant, les mauvaises situations qui a, son cerveau que je ne vois pas, mais tout de suite il changeait de comportement. Il avait du mal peut-être à gérer les situations auxquelles il n'était pas forcément comme un trop plein. Un trop plein, d'accord. Et mais sans c'est pas quelqu'un de violent ou quoi, mais on voyait que c'était un trop plein. Il avait besoin de s'isoler et voilà. Et du mal à gérer. Exactement les émotions. On va dire exactement, c'est bien ça. Et j'ai grandi avec des parents. Mes 2 parents ont toujours travaillé. Ils étaient cadres dans des grosses entreprises. J'ai vu mes parents partir tous les matins heureux d'aller au travail. Super. Donc déjà,
Voilà, je me suis dit pourquoi eux et pas moi. Bon, on reviendra dessus, ça, tout à mais fait. bon. Et voilà, après une adolescence un peu plus compliquée, mais je crois que c'est un peu comme tous les adolescents, voilà. Et je me suis toujours sentie un peu par rapport au groupe. Alors tant que c'était l'enfance, ça va, mais dès qu'arrivait l'adolescence, en fait, j'ai senti que j'avais des différences. Enfin, que j'étais pas. Il y avait des choses qui me touchaient. J'ai l'impression qu'il y avait des situations qui me touchaient beaucoup plus que les autres. Les autres, avec peut-être un attachement presque excessif à des situations qui pour autant nécessitaient peut-être avoir une prise de recul. Oui. Ouais. Et puis j'avais aussi. Tu l'as ressenti tôt, ça En fait, en fait, pour te dire, je l'ai ressenti toute ma vie. Toute ta vie. Ouais. Même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai un décalage par rapport aux autres. Enfin, c'est. Je suis dans. Quand je m'adresse à quelqu'un, quand c'est en tête à tête comme ça va. Mais quand, par exemple, on est dans un groupe, je suis quelqu'un, je peux rentrer dans un état de mutisme absolu. Ne pas pouvoir sortir un mot. Parfois par le stress, parfois par le bruit ambiant. Et puis je faisais depuis toute petite, je fais des malaises à chaque fois qu'il y a trop de personnes, trop de bruit, et voilà. Et est-ce que dans ta jeunesse, tes parents ont vu qu'il y avait peut-être des différences que tu avais vis-à-vis de tes frères et sœurs, ou même des entourages qu'il y avait autour de vous? Alors, ils n'ont pas vu. Par contre, ce que je sais, c'est que comme j'ai parlé tard, à un moment donné, il s'est posé la question si j'étais sourde ou pas. Ah oui. Oui. Donc voilà, déjà, c'est des choses, j'ai passé des examens et tout, et il s'est avéré que je suis pas du tout malentendante. Et déjà, ça a été les premières choses. Des signes. Exactement. Qui ont alarmé, en fait. Exactement. Et puis, quand j'étais petite, à l'école primaire, j'étais un petit peu toute seule, finalement. Enfin, j'étais pas quelqu'un. Mal à t'intégrer, exactement. Et mon frère me disait toujours, mais tu t'es toujours entourée de personnes bizarres. Ah oui. Voilà. Et je me suis dit, c'est quoi déjà des personnes bizarres? Exactement, dis-moi. Mais en gros, j'étais jamais avec le groupe de filles que tout le monde voulait. J'étais toujours avec une personne seule, à part, mise à l'écart. Enfin, voilà. Je suis jamais rentrée dans un groupe, on va dire. Peut-être une manière pour toi aussi, inconsciemment, de te rendre compte que tu étais différent, en fait, de la norme, entre guillemets. Donc, tu essaies de te rattacher à des personnes qui, elles aussi, étaient différentes et peut-être mises de côté aussi. Mais en fait, sur le moment, je me rendais pas compte. Pour moi, tout ce que je faisais, c'était naturel. Ce que je vivais, moi, les autres le vivaient. Je me disais pas, tiens, c'est pour ça qu'il y avait des incompréhensions aussi. C'est que quand il y avait une situation désagréable, pourquoi la personne en face de moi le vivait pas comme moi? Enfin, c'était des choses. J'avais du mal à décrypter ça. Et puis vient l'époque du collège, qui n'a pas été forcément évidente pour toi. Tu as été victime d'harcèlement. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette période qui a été, je pense, compliquée pour une jeune fille aujourd'hui qui est en quête d'elle-même? J'ai vécu comme j'étais un petit peu atypique, on va dire, déjà au collège, effectivement, j'ai redoublé mon année de 4e. Et quand j'ai redoublé, je suis revenue dans une nouvelle classe avec des nouveaux élèves, parce que j'ai fait allemand en première langue. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours une classe d'allemand. Donc, ce qui fait qu'on se suivait depuis la 6e, et le jour où j'ai redoublé, j'étais avec une autre classe, quoi. Donc, ça a été, déstabilisant. Ça a été complètement déstabilisant. Il y a eu ça et la période aussi où j'ai déménagé. Quand je suis arrivée, on a déménagé en CM2. Pour moi, c'était déstabilisant de me retrouver dans une nouvelle école. Et en 4e, ça a été déstabilisant quand je me suis retrouvée, quand j'ai redoublé. Et effectivement, de là, j'ai effectivement connu le harcèlement scolaire. Donc, comment on le vit à cet âge-là? Mal, j'imagine. Mal, ouais. Et surtout qu'en plus, j'ai vécu le harcèlement par rapport à une personne. En fait, c'était à la base un garçon que je trouvais très beau.
D'accord. Donc j'étais même contente d'être dans sa classe. Mais alors je ne pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Et à la fin, je le trouvais plus beau du tout parce qu'il était plus du tout gentil avec moi. Et puis après, voilà, ça a engrainé un peu toute la classe. Et je me suis retrouvée vraiment toute seule durant cette période-là. La 4e et 3e a été assez difficile. Et puis c'est une fois arrivée en seconde où j'ai pu... voilà, après, j'ai du mal à parler de cette période-là de harcèlement parce que ça remue un peu trop. J'imagine. Donc, Et ça a dû aussi t'impacter dans ta vie parce que à ces âges-là, on est vraiment en quête de soi-même. exactement. On essaye de comprendre déjà qui on est. On a des transformations aussi physiques qui sont là. On a des différences aussi physiques qui sont là. Et c'est vrai qu'être mis de côté comme ça par d'autres personnes qui sont comme nous au final, ça peut davantage être difficile à assumer et difficile à vivre au quotidien. Exactement, l'estime de soi, la confiance Exactement. en soi. Et de là, même au niveau des études et tout, c'est là que tout a basculé. C'est-à-dire que je comprenais, à un moment donné, alors, le harcèlement, plus le fait que j'ai aussi eu un peu du mal avec l'école, dans les apprentissages, je comprenais pas non plus parce que je me dis, mais je comprends plein de choses. Et je me suis dit, mais pourquoi j'y arrive pas ? Tu ressentais ça? Exactement. Et puis, il y a des professeurs qui m'ont un peu brisée, on va dire. Hein. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui adore écrire, qui est plutôt pas trop mal en écriture, mais je l'ai su que tardivement. Après. Parce qu'en fait, j'avais un professeur, j'adorais écrire des histoires, voilà, et on faisait des rédactions au collège. Et une fois, j'ai fait une rédaction, j'ai raconté une partie de ma vie. Et quand j'ai rendu cette rédaction, le professeur m'a dit mais c'est quoi cette anecdote, Sandrine, c'est du grand n'importe quoi, alors que c'était une histoire vraie. Et personnelle surtout. Et personnelle, voilà, exactement, sur un sujet, voilà. Donc déjà, elle ne croyait pas en mon histoire qui était vraie. Et en plus, elle me disait que c'était n'importe quoi de la manière dont je tournais les phrases, les choses et tout. Et je suis restée avec ce truc-là dans ma tête en me disant je suis pas capable d'écrire. Incroyable. Donc déjà j'ai arrêté le français alors que j'adorais le français. Et pareil pour les mathématiques, j'ai toujours détesté les maths, sauf une année où comme quoi les professeurs sont importants. C'est pour ça que je tiens à le dire. C'est que finalement je suis pas nulle en maths, mais je croyais que j'étais nulle en maths, donc ce qui fait que je faisais pas d'efforts exactement. Et un jour, un professeur m'a donné le goût des mathématiques. Donc, comme quoi, il suffit qu'on rencontre le bon professeur, les bonnes personnes autour, qu'on comprend un peu qui on est et de quoi on est capable, pour reprendre confiance et puis avancer dans la vie. Et c'est important ce que tu dis, surtout sur la partie scolarité, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tous logés à la même enseigne, avec des enseignements qui sont classiques, mais avec des profils qui sont différents. Exactement. Et malheureusement, tout ne convient pas à chaque enfant qui ont ces cours-là, avec ces professeurs-là, avec cette théorie-là qu'on leur apprend. Et là, dans ton cas, principalement, c'est vrai que le fait que tu sois neuroatypique, on reviendra un peu sur ça un peu plus tard dans l'interview, mais ça a énormément joué sur ta scolarité aujourd'hui et sur ton apprentissage. Exactement. Ça ne voulait pas dire pour autant que tu n'étais pas intelligente, que tu ne pouvais pas faire, que tu ne savais pas faire. C'est juste que la manière dont tu apprenais les choses ne te convenait pas. Exactement. Disons que j'étais pas fait pour le programme scolaire, de l'éducation nationale. J'avais une autre façon, une autre méthode d'apprentissage. Déjà, moi, un professeur passionné, ça passait beaucoup plus facilement. Oui. Mais qu'on ait des troubles neuroatypiques ou pas, je pense que chaque enfant fonctionne comme ça. Bien sûr. Et puis surtout, j'ai une manière d'apprendre, je suis autodidacte, c'est-à-dire que j'apprends en lisant énormément. En fait, même plus tard dans le monde professionnel, j'ai pas fait beaucoup de formation. Disons que dès l'instant que j'avais un objectif, j'arrivais à mes fins par mon propre apprentissage, autodidacte. Exactement, complètement. Cette facilité-là d'apprendre seule, chose qui n'est pas forcément évidente pour le commun des mortels. Exactement. Disons que je suis en plus multipotentielle. Bon, alors après, j'aime pas trop ces mots-là. Pourquoi ? Parce que ça donne une image arrogante. Enfin, tout ce qui est haut potentiel, multipotentiel, on est tous multipotentiels. Tu le penses ? On a tous quelque chose, on a tous des talents.
Mais voilà, moi je sais que je peux, demain je décide de faire de la couture. D'ailleurs c'est un exemple de ce que j'ai déjà fait. Ouais. J'ai acheté, concret. voilà, un exemple concret. J'ai acheté ma machine à coudre. 1, 2, 3. Voilà, j'ai acheté ma machine à coudre. Plein de livres et c'est bon, je savais coudre. Hein. Enfin, disons que j'ai appris avec une facilité, exactement. toute seule, chose qui n'est pas forcément donnée à tous. C'est vrai qu'on peut être, on va dire, voilà, polyvalent sur certains domaines, sur certaines activités, mais avoir cette facilité-là d'apprendre tout seul et avoir aussi cette force-là, parce que c'est aussi un courage de se dire aujourd'hui j'ai envie d'apprendre un nouveau domaine toute seule. C'est pas donné à tous. Donc je pense que le terme multipotentiel, il est pas de trop te concernant et ça résume bien aujourd'hui tes capacités par rapport à ces apprentissages-là que tu fais toute seule. On va revenir un peu sur le harcèlement que tu as vécu, encore une fois, dans le monde du travail, avec un patron manipulateur, comme tu l'as bien dit. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette période-là et comment est-ce que ça t'a impacté ? Déjà, je change. Donc, j'ai changé à peu près tous les 2-3 ans de travail. Tu sentais le besoin de changer. C'est-à-dire qu'une fois que j'allais au bout de ce travail-là, je sortais de là, j'étais épuisée. Épuisée par le travail que je faisais ne m'amusait plus. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme. Enfin, voilà. Ne te convenait plus. Exactement. Et puis aussi, les personnes autour de moi, j'avais fait le tour de la question et je ne supportais plus personne. C'est pour ça que j'ai eu souvent cette image un peu arrogante et un peu, hautaine, mais c'est pas les gens en eux-mêmes, c'est qu'à un moment donné, je pouvais plus, c'était un trop-plein. Et là, c'est pareil. Donc, j'ai toujours commencé un poste un peu en bas de l'échelle, on va dire, et je gravitais un peu les échelons comme ça au fur et à mesure. Et justement, dans ce poste-là, donc, je suis arrivée en tant qu'assistante commerciale et on m'avait mis référente un peu du service. Je formais les gens qui arrivaient, tout ça. Et parfois, j'étais convoquée chez ce patron qui, au départ, j'étais la 8e merveille du monde. Et au fur et à mesure, me faisait des reproches dans mon travail. Et alors que j'entendais. Donc, du coup, à chaque fois que j'entendais un reproche, j'essayais justement de le corriger, de le solutionner, mais au-delà de ce qu'il fallait faire, quoi. Enfin, je me remettais en question surtout. Et... il y avait une prise à cœur un peu trop personnelle. Exactement. Et du coup, j'ai monté des stratégies sur certaines procédures, Et ce patron me convoquait régulièrement et à chaque fois me disait quelque chose de bien pour finir par me dire quelque chose qui n'allait pas. Et donc, il y a eu un moment d'incompréhension. Et ce patron a commencé à me mettre au placard parce que je commençais un petit peu à me rebeller, à essayer de défendre un peu. Déjà, je suis quelqu'un, je défends mon service, je défends les personnes avec qui je travaille, je défends mon travail. Mais j'écoute quand même le patron. Enfin, pour moi, mais il faut que ça soit dans les deux sens. Exactement. Et ça, tu l'as pas retrouvé. Et ça, je l'avais pas retrouvé. Tu parles de méthodes archaïques de ce patron-là que tu vivais, en fait. Ah non, mais c'était quelque chose. C'était trop. Par exemple, on faisait un devis. Si on faisait une rature sur un devis, il nous rendait le parapheur de devis. Et on en avait fait 50. S'il y avait une faute dans un devis, il fallait trouver où était la faute sur les 50 devis. Et parfois, c'était juste un accent aigu. Donc, il fallait chercher. Mais à côté de ça, temps aussi. Voilà, exactement. Et comme quoi, c'était pour notre bien, c'était pour nous perfectionner. Alors j'ai commencé un petit peu à me rebeller, faut dire le terme. Et de là, il a commencé à ne plus me supporter parce que je parlais un peu trop, voilà. Et il m'a mise au placard. Déjà, il m'a fait changer de bureau. Il a retiré le téléphone. Il voulait plus que qui que ce soit m'appelle. Je devais travailler depuis mon poste. Donc déjà, il m'a retiré tout le travail que j'étais censée faire. Et il m'a dit, maintenant, tu vas faire du classement, mais du classement sans bouger de mon poste. Ah oui, donc pour te pousser à bout même de Exactement. démissionner. C'est-à-dire mes anciennes collègues de service me ramenaient les dossiers
que je classais par ordre alphabétique et repartais avec, c'est-à-dire que je pouvais même plus Te déplacer, Exactement. voir tes collègues, Exactement. être en interaction sociale. Exactement. Donc là, c'est un peu du harcèlement en fait. Ah mais complètement. Ouais. Complètement, et du coup j'ai été là j'ai eu un premier on va pas appeler ça de burn-out, mais bon j'étais au bout quoi, enfin c'était une dépression, du coup j'ai la médecine de travail quand même qui m'a beaucoup aidée à ce moment-là, et de là mon conjoint m'a dit stop, hein, on arrête tout. Il a vu que ma santé se déclinait, hein. C'est-à-dire que là, Oui, il le vivait avec toi, il le en voyait fait. au quotidien. Il m'a dit t'arrêtes tout, donc j'ai arrêté. La médecine du travail m'a dit stop. Et de là, j'ai une rupture. Non, j'ai eu un licenciement parce qu'il n'y avait pas encore les ruptures de contrat conventionnels. D'accord, ok. Donc j'ai eu un licenciement. Je me suis donc arrêtée quelque temps. Et puis je suis allée, on va dire, jusqu'au prud'homme pour. J'ai porté plainte contre ce patron. Donc au prud'homme j'ai gagné, mais mon avocate, malgré, j'ai eu des témoignages et tout, hein, vraiment, j'ai eu un soutien de mes collègues. Oui, c'est ça que tu ça apprécies. m'a, C'est important dans ces moments-là de se sentir soutenu et aussi d'avoir toutes ces personnes-là qui acquiescent de ce que tu dis en fait pour rendre véridique tes faits. Exactement. Donc, comment est-ce que tu as vécu cette expérience au-delà du fait que, professionnellement parlant, ça n'allait pas? Personnellement, j'imagine que ça a dû te détruire, entre guillemets. Alors, alors sur le moment, ça m'a détruit parce que je me suis dit quand même, heureusement que j'avais mon conjoint à l'époque, parce que je me suis dit, mais comment font les gens qui sont mal entourés, qui n'ont pas la chance d'être aimés comme moi je suis aimée, hein. C'est bateau ce que je dis, mais voilà, c'est la vérité. Et parce que voilà, je prenais les transports, je regardais le métro et je me dis, mais je comprends les gens qui font la démarche j'arrivais à me mettre à leur place. Mais moi, comme j'avais un soutien derrière, c'est ça qui m'a sauvée. Tu parlais de quoi? Des personnes qui se jettent? Voilà, exactement. Donc ça t'est passé par la tête? Ça m'est passé par la tête, mais moi, voilà, le fait que j'ai tout un soutien. Et tout un soutien, mes parents, mon conjoint à l'époque. Donc c'était un mal-être vraiment profond. C'est une douleur, c'est une douleur. C'est là aussi on voit l'importance de l'amour. Exactement. Que ce soit vis-à-vis de tes collègues, de ta famille, de ton conjoint, on voit que ça a été pour toi vraiment une force de guérir et de te reconstruire avec cet amour-là que tu sentais de la part de ces personnes-là. Et donc en 2021 vient cette année-là où tu fais un burn-out. Exactement. Donc, ce qui s'est passé en 2021, c'est que déjà j'ai eu des petits ennuis personnels. J'ai une de mes filles qui a eu des graves problèmes de santé. Ah oui. Donc voilà. Et que qui a peut-être joué aussi sur tes compétences professionnelles. J'ai été très fatiguée à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que alors déjà j'étais fatiguée personnellement et j'ai aussi mon équipe qui était fatiguée par un des clients que l'on gérait, qui était assez chronophage. Et du coup, le travail plus moi, ma vie personnelle et tout, c'était un peu compliqué de gérer les deux. Et ce que j'ai fait, c'est que déjà je me suis occupée de moi, ce qui est pas mal aussi. Faut à un moment donné prendre un peu de recul et tout. Et puis aussi j'ai voulu gérer mon équipe, essayer de les aider du mieux que je pouvais. Et donc ce client chronophage que personne ne voulait récupérer, moi déjà je l'ai récupéré et j'ai essayé de voir d'où venait le problème. Parce que je me suis dit, attends, on reçoit 200 mails par jour de ce client, autant de commandes, autant de choses. Je vois que tout le monde est essoufflé, il y a quelque chose qui va pas dans ce contrat-là. Et donc, je me suis amusée à faire mes petits calculs. Et j'ai sorti, alors pareil, Excel. Un outil que j'ai appris toute seule, comme une grande. Et de là, j'ai calculé tout ce qui était tous les prix d'achat, j'ai été récupérer tous les prix de vente, les frais des prestataires, des transporteurs, tout ça.
Vraiment, c'était sur une année. Donc, c'était vraiment un fichier très millimétré. Ouais. Et même au lieu d'aller chercher directement dans le logiciel les informations, j'allais au service comptabilité pour aller chercher les documents. Directement Pour la voir source. la source, les vrais prix. Donc, c'était vraiment un fichier où on pouvait pas tricher. Ouais, ok. C'était, voilà. Mhm. Et il s'avère que ce client-là était en marge insuffisante, voire négative. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir mon patron avec ce fichier-là et il m'a remercié parce que déjà, voilà, il y avait un beau travail. Et il m'a dit, écoute, on va aller voir les autres, celui qui a fait aussi, qui a répondu à cet appel d'offres. Et il se trouve que j'en suis sortie de cette réunion. Ça s'est mal passé pour moi, finalement, parce que j'ai touché à quelque chose qu'il fallait pas. J'arrivais avec un problème et on n'arrive pas comme ça avec des problèmes. Je suis pas restée, comme on dit, à ma place. C'est-à-dire que quand je raconte un peu cette histoire autour de moi, il y a aussi le fait que mon patron aurait dû à ce moment-là reprendre le dossier en main et ne pas me jeter dans la cage au lion face aux autres et voilà. Et c'était à lui de prendre une décision de savoir de ce qu'on faisait ou pas de ce client. Moi, mon travail, ça devait s'arrêter là. Et il s'est pas arrêté là et ça s'est très mal passé lors de cette réunion. C'est toi qui es partie au front, en fait. Exactement. Et de là, on m'a dit que même mon équipe m'avait dit que j'avais été trop loin dans la démarche. Donc, plus mes problèmes perso, les problèmes de santé de ma petite, le travail qui n'allait pas et tout. Enfin, voilà, mon équipe, je me sentais plus soutenue. J'ai un trop-plein. J'ai dit, bon, là, il faut que je fasse quelque chose. Je voyais que je perdais pied, ma santé déclinait. Enfin, c'était vraiment, ça n'allait pas. Et je dis, encore une fois, quoi. Je me suis dit, mince, avec encore un schéma qui se répète. Ça y est, j'ai eu un problème avec une première entreprise. Et là, rebelote. Je dis, il y a quelque chose qui coince chez moi. Il faut que je sache parce que c'est pas possible. Et donc, j'ai recherché sur Google rapidement le premier médecin qui venait en face de la rue et tout, qui était en plus disponible entre midi et 2 ce jour-là. Donc, je le connaissais pas. Je arrive, je lui parle pendant 20 minutes de tout. Tu te libères, de tous mes problèmes. Et là, il me dit, écoutez, Sandrine, il m'appelait pas Sandrine, mais enfin bon, je me remets dans le contexte. Et il me dit, écoutez, est-ce que vous avez déjà entendu parler du trouble du spectre autistique ? Alors déjà, je lui ai fait répéter 2 fois, parce que j'étais pas sûre d'avoir déjà le spectre. Je voyais des petits fantômes, des trucs. Enfin bon, j'étais loin de toi aussi, ouais. Et puis, et autistique, j'ai dit, mais autistique comme autiste ? Et il me dit, oui, tout à fait. Je dis, non, j'en ai jamais entendu parler. Je dis, après, je connais le film Rain Man avec Dustin Hoffman et Tom Cruise. Et là, il me dit, oui, effectivement, ça fait partie du spectre autistique, mais comme c'est un spectre, il y a plusieurs formes d'autisme. Et il me dit, je vois que vous êtes dans l'urgence, c'est pour ça que je vous en parle, mais je ne dis pas que vous êtes dans le trouble du spectre autistique. Et il me dit, il faut que vous creusiez la question. Et il m'a dit, renseignez-vous sur Internet et tout, enfin voilà, regardez un peu tout ça. Et donc, je rentre chez moi, mon conjoint me dit, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, le médecin ? Je dis, écoute, il m'a dit que j'étais autiste. Je voulais voir la réaction de mon conjoint. Et je dis, qu'est-ce que t'en penses ? Et il me dit, s'il te le dit, c'est peut-être qu'il faut creuser le sujet et voir... Ça l'a pas surpris, non. En fait. Ouais. Il m'a dit peut-être voir un peu plus loin. Je dis, écoute, je vais regarder. Bref, après, je sais que le week-end, là, je m'étais penchée sur le sujet. Et je regarde effectivement, je tape trouble du spectre autistique au féminin, qui est un peu différent du masculin. Et là, je me reconnais complètement. Je vois des témoignages de femmes comme moi. Et tu dis, c'est ça en fait que je ressens. Exactement. J'ai fait, c'est pas possible. Voilà, et j'ai pleuré. Comment est-ce que tu t'es sentie à ce moment-là ? Est-ce que c'est pas aussi un soulagement peut-être ? C'est un soulagement, mais c'était pas pour autant que j'avais mon diagnostic. Mais déjà, je me suis dit, même dans la perception des choses, même si je suis pas une personne autiste, je me suis dit quelque part, je me reconnaissais dans leurs témoignages et voilà, j'étais pas toute seule à ressentir les choses comme ça. Et de là,
j'ai entamé une procédure pour passer un diagnostic. Donc là, effectivement, je me suis fait arrêter à ce moment-là. Et alors voilà, normalement, c'est 2 ans pour un diagnostic en moyenne. Mais moi, je ne voulais pas attendre 2 ans. On voyait bien que j'étais dans une urgence, qu'il fallait absolument que j'ai avoir une des réponse. réponses. Exactement. Donc, je suis passée par le privé. Et par le privé, j'ai passé donc le fameux DSM-5. Donc, le DSM-5, c'est en fait l'examen complet pour le trouble du spectre autistique. Il me semble aussi que pour le trouble de l'attention aussi, qu'on l'utilise, mais je ne suis pas sûre. D'accord. Et là, on repasse, on passe un examen où on passe notre quotient intellectuel, notre quotient empathique, on interroge nos parents, on regarde en fait, vraiment, on creuse tous les aspects de notre personnalité et vraiment, au millimètre, quoi. On regarde un peu tout ce qu'on est, quoi. Et de là, c'est là que j'ai appris que j'avais pas parlé avant l'âge de 4 ans, parce que du coup, j'ai passé l'examen, je vais voir mes parents. Ma mère, je lui dis, écoute, elle me dit, tu sais que t'as pas parlé avant l'âge de 4 ans. Je dis, mais pas parler, c'est-à-dire, je faisais quand même, parce qu'en plus j'avais des enfants en bas âge à ce moment-là. Je disais pas maman, papa. Elle me dit non. Elle me dit, t'as pas parlé du jour au lendemain, tu as parlé parfaitement. C'est-à-dire qu'en gros, je suis passée de rien du tout à je parle parfaitement. Incroyable. Ouais. Donc là, tu as appris que tu étais neuroatypique. Exactement. Avec un trouble du spectre autistique. Exactement. Une fois que tu as eu ces résultats-là, cette confirmation-là, comment est-ce qu'on fait pour reprendre sa vie ? Eh bien, alors déjà, même si quelque part, en ayant passé les tests et tout, parce qu'on fait ça c'est un psychologue qui fait passer les tests et après c'est validé par un médecin spécialiste du trouble du spectre autistique. Et bon, même en passant les tests, il voyait bien que il y avait quelque chose. Donc je le savais déjà en passant les tests que j'allais dans cette direction. Et mais quand même, quand on vous annonce le diagnostic, il y a quand même une certaine, il faut quand même digérer pas mal de choses. C'est-à-dire on se remet à repenser depuis qu'on est enfant. Tout ce qui n'a pas été. Exactement. En fait, je sais pas, c'est peut-être bête, mais j'ai parlé à cette petite fille que j'étais en me disant, mais c'est pas ta faute. C'est pas de ta faute. Ouais, exactement. Je pense qu'elle a souffert pour rien finalement. Enfin, elle aurait dû se faire confiance. Et je voudrais que tous les enfants se fassent confiance vraiment. C'est très beau ce que tu dis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout dans les âges dans lesquels tu as eu ces différences-là, ces mises à côté-là, c'est important de véhiculer ce message-là, à savoir que si on est différent ou si on se sent différent, on n'est pas responsable de ça dans un premier temps et on ne doit pas être se culpabiliser par rapport à cette différence-là. Mais c'est aussi aux parents peut-être d'accompagner les enfants qui se sentent à travers la communication qui est très importante parce que si tu avais eu un soutien aussi peut-être familial, après je remets pas en cause l'investissement de tes parents, mais c'est vrai que des fois on a peut-être ce blocage-là d'aller voir papa, maman, que écoute, ça va pas très bien, je me sens pas intégrée, etc. Ça aussi, c'est un sujet qui est important, mais si tu avais eu cet accompagnement-là, on aurait pu, dès le bas âge, déceler justement cette différence-là et mieux te réorienter et éviter toute cette pression que tu te mettais avec cette culpabilité-là que tu te donnais par rapport à cette différence. Exactement, mais alors après, il faut parler aussi d'une époque. C'est-à-dire qu'en fait, les troubles du spectre autistique, on va dire... c'était pas vraiment très très connu à l'époque, on n'en parlait pas du tout, et même si on avait décelé que j'étais dans le spectre, on ne m'aurait pas mis dans une école lambda entre guillemets. On m'aurait mis dans une école spécialisée, voire même dans un asile, enfin j'en sais rien, mais il y a les personnes autistes, il y a encore 30 ou 40 ans n'avaient pas les mêmes conditions qu'aujourd'hui. C'est vrai. Même si c'est encore dur aujourd'hui, parce qu'il y a quand même que, je sais plus, j'avais vu la dernière fois, 3 ou 4% de personnes autistes dans le milieu ordinaire du travail.
Avec peut-être justement cette non-connaissance Exactement. de cette différence-là qu'ils ont. Exactement, c'est-à-dire que le problème des entreprises aujourd'hui, et de la population d'aujourd'hui, c'est que personne ne connaît réellement ce trouble-là. D'ailleurs, je parle beaucoup de troubles, mais moi, je préfère dire que c'est un profil. C'est-à-dire que moi, je le vis pas comme un trouble. Je le vis, pour moi, le trouble, c'est... Enfin, pour moi, tout est limpide. Hein. J'ai pas de problème là-dessus. Je me sens pas une personne forcément différente ou quoi que ce soit. Donc, je préfère dire un profil parce que c'est quelque chose. Quelque part, c'est ma force maintenant, aujourd'hui. Exactement. On va revenir même d'ailleurs sur ça aujourd'hui, puisque tu en as fait. J'en ai fait mon métier. Voilà, c'est ça. Tu en as fait ton métier, c'est ça, tout à fait. Mais pour revenir un peu à ce que tu disais, dans le terme profil et trouble, c'est très important aussi parce que je pense que les personnes qui sont atteintes de ces troubles-là, entre guillemets, ça fait pas d'elles des personnes différentes, Exactement. mais juste des personnes qui ont une manière de faire différente. C'est à prendre aussi en considération, de dire que c'est pas la personne qui est différente, mais c'est juste sa manière de fonctionner qui est différente. Et ça fait pas d'elle une personne qui doit être mise à l'écart ou une personne qui n'est pas normale. Exactement. C'est juste une autre manière de fonctionner qu'il faut qu'on s'adapte aussi. C'est exactement, c'est ce qui concerne finalement tous les troubles neurodivergents. Donc, les personnes neurodivergentes, maintenant, on dit neuroatypiques. Les gens qui ont des troubles 10, donc dyslexie, dyspraxie, dysphasie, enfin, toute cette constellation de 10, ne sont pas moins intelligentes que les autres. Ça. Les personnes qui ont un trouble de l'attention ne sont pas ingérables. Après, il y a des besoins. Il faut qu'on mette en place justement des accompagnements. Bien sûr. Mais voilà, déjà, si on a connaissance de soi, c'est la première étape. Voilà, moi je le dis, c'est pour ça que je sensibilise beaucoup aussi sur le fait que dans le milieu de l'entreprise et le fait que ces troubles soient pas connus, je pense qu'on pourrait éviter pas mal de burn-out, dépression, exactement, de suicide aussi. Exactement. Donc voilà, les personnes dépressives, on peut être dépressif parce qu'effectivement on a eu un traumatisme dans sa vie. Mais on peut être aussi dépressif parce que une personne. Moi, je finissais comme ça. Pourquoi ? Parce que je ne comprenais pas le monde qui m'entourait et puis c'était devenu trop dur à gérer. Et quelque part, c'est l'arbre qui cache la forêt. Finalement, ces troubles-là. Alors, si en plus on a des traumatismes, si on a aussi des troubles neurodivergents, si en plus on peut avoir une différence de culture, d'ethnie ou quoi, enfin voilà, il y a aussi une différence aussi physique, qu'on ait une femme, enfin toutes ces petites choses-là qui n'ont pas été prises en considération, on peut vraiment tomber au plus bas. Sombrer. Exactement. Et c'est très important, justement, aujourd'hui, si je témoigne, surtout, c'est pour dire aux gens, s'il y a le moindre doute sur vous, si vous sentez qu'il y a quelque chose, que vous voulez avoir une réponse, allez voir des professionnels, faites vos propres recherches. Essayez de comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Mais partez pas défaitistes. Partez pas en disant de toute façon ça sert à rien. Il y a toujours un moyen de rebondir. C'est-à-dire que, comme je disais, on est pour les troubles du spectre autistique, mais comme les troubles 10, comme tous les troubles, on est tous dans un spectre. Et il y a toujours un moyen de trouver sa voie et son support, quelque chose qui pourra l'aider. Sa guérison. Alors, on ne guérit pas parce qu'on est avec ce trouble-là et on meurt avec son trouble. Que ce soit n'importe quel trouble neurodivergent, c'est pas parce qu'on est dyslexique en étant enfant qu'on ne l'est plus en étant adulte, par exemple. On sera dyslexique toute sa vie. Oui, d'accord. Mais par contre, on a des moyens maintenant, aujourd'hui, modernes, pour essayer de pallier à toutes ces difficultés. Exactement. Moi, par exemple, pour revenir dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, ce qu'il me faut, c'est 2 ou 3 jours de télétravail ou un bureau seul. Aussi de me dire « Stop, Sandrine, c'est l'heure de ta pause ». En général, je vais dire non, mais il faut quand même que je le fasse. C'est important, on a besoin. Exactement. J'ai du mal à
à me retirer de ce que je fais. Et voilà. Et maintenant, en plus, à l'ère de l'IA, les gens qui ont des troubles 10 et tout, enfin, maintenant, on parle à ChatGPT, on dicte, on dit voilà, fais-moi un courrier pour tel organisme, voilà. Et même qu'on parle pas très bien le français ou voilà quelque part maintenant avec la technologie, ça aide ces gens-là. Il y a un accompagnement. Il y a un aussi, accompagnement. que ce soit digital, Exactement. Une intelligence artificielle, c'est quand même une aide. Exactement. Pour ces troubles-là que les gens peuvent vivre. Ce serait quoi, selon toi, les signes, d'une personne autiste, d'une personne autiste? Les signes déjà, c'est avant le diagnostic, déjà, c'est de se dire je me sens pas comme tout le monde, en décalage. Mais ça c'est pour toutes les personnes qui ont des troubles neurodivergents. Ensuite, après, moi, je le ressentais pas comme ça, mais j'étais en suradaptation finalement toute ma vie. C'est-à-dire que je me suis calée à ce que je voyais en société. Mais finalement, les relations sociales, la manière dont les interactions, tout ça avec les personnes, j'avais du mal à décrypter tout ce qui est implicite, sous-entendu. J'étais. T'avais un esprit analytique aussi. Oui, l'esprit analytique, maintenant c'est mon point fort, on va dire que je vais jouer là-dessus, mais des fois c'est trop, faut arrêter. Enfin voilà, j'essaye de prendre beaucoup de recul là-dessus, mais oui, les interactions sociales sont compliquées. On pense que c'est pas compliqué. Au début, je me suis dit mais je dois être timide, je sais pas, mais en fait, j'ai pas cette timidité. Enfin. Toi, je discute avec toi, on sent pas cette devant des caméras, exactement. voilà. Mais pour autant, j'avais l'impression que je devais être introvertie, c'est pas possible. Et donc déjà, il y a cette difficulté au niveau des interactions sociales, mais on s'en rend pas compte. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte une fois que j'ai eu mon diagnostic, que j'avais ces difficultés-là. Parce que pour moi, tout le monde avait ces difficultés-là. Donc, je peux dire que quelqu'un qui... comment on peut le ressentir? Déjà, c'est un mal-être. Voilà, se dire on cherche il faut aller pousser, il faut aller chercher la source, la réponse. Ce mal-être. Exactement. C'est le meilleur conseil. Après, donc du coup, pour les troubles du spectre autistique, effectivement, il y a tout ce qui est interaction sociale, mais il y a aussi l'hypersensibilité. Donc l'hypersensibilité, c'est pas pleurer derrière un mouchoir. Que ça, c'est pas ça. C'est l'hypersensibilité, ça peut être au bruit, aux odeurs. À la foule, voilà, plein de choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le trouble? Déjà un stress permanent. Enfin, moi, je stresse. Là, il y a une gestion du stress. Mais voilà, moi, je me suis souvent retrouvée dans des situations avec un stress décuplé. Décuplé, exactement. Mais toujours en le cachant. Ça, c'est la force de l'autisme au féminin, c'est de devoir mettre un masque social et de montrer que tout va bien, alors qu'en fait, au fond, à l'intérieur, ça bouillonne. Exactement. Donc aujourd'hui, Sandrine, tu es une femme épanouie, entrepreneur également, puisque tu as créé ton agence de conseil en neurodiversité. Exactement. Qu'est-ce qui est aujourd'hui ton objectif à travers ce cabinet-là que tu as mis en place? Eh bien, mon objectif, c'est déjà d'apporter des conseils pour les entreprises au niveau recrutement et management des talents, de tous les talents. Parce qu'à la base, on parle de troubles neurodivergents, mais finalement, tout ce qu'il y a à mettre en place est complètement fait pour toutes les personnes, finalement. Et puis de sensibiliser aussi sur ces troubles-là, parce que souvent, comme je disais, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a des personnes, souvent quand j'interviens en entreprise, je vais expliquer les troubles, TDAH, 10, voilà, je vais leur expliquer comment on vit les choses, je sais pas si on peut dire ça, des symptômes, mais voilà, les critères, voilà, qui rentrent dans ces caractéristiques-là. Et on vient souvent me voir, il y a toujours
2-3 personnes qui viennent me voir et me disent « Mais Sandrine, ça me parle ce que vous dites. » Je dis « je suis en train de me poser des questions sur moi, ou alors mais ça me concerne un enfant, mais j'ose pas le dire. » Ou j'ai même eu une personne qui m'a dit « Mais moi j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé, mais je le dis pas parce que j'ai pas envie d'être marginalisée. Exactement, et puis stigmatisée, et puis voilà. Et il me dit j'essaye de m'adapter. Des fois c'est dur, mais tant pis. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de gens en entreprise aujourd'hui qui cachent leurs difficultés. Ça concerne tout le monde. Et c'est pour ça que je veux quelque part démocratiser ça en entreprise, surtout en France, parce qu'on est encore un pays, on est un petit peu à la traîne. Sur ça. Voilà. Justement, en ce moment, on parle beaucoup de santé mentale et de handicap, et je crois que c'est le meilleur moment aussi de parler un peu de tous ces troubles-là. Qui sont pas visibles. Exactement. Comme tu disais. Parce que on a tous vu ou entendu qu'un patron pouvait avoir des troubles dyslexiques, qu'une assistante peut être HPI, qu'un commercial peut avoir un trouble de l'attention avec hyperactivité. Mais voilà, en fin de compte, ça concerne aussi bien son voisin, son meilleur ami, son collègue que soi-même. On peut tous être touchés par ça. Exactement. Sans le savoir aussi. Exactement, parce qu'il y a 20% de la population quand même, donc c'est énorme qui est touchée par ces troubles-là. Mais quand je dis 20%, c'est diagnostiqué. Ah oui. Donc combien ne sont pas exactement. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Si tu avais un dernier message à faire passer, ce serait quoi rapidement? Ce serait passé aux personnes, c'est de leur dire, de vous dire que écoutez-vous, faites-vous confiance, n'écoutez pas les autres. On a tous des talents. Si vous avez des difficultés, il faut en connaître l'origine et ne vous dites pas que vous avez un handicap. Dites-vous que vous êtes capable autrement. C'est tout. Merci voilà. Sur ces belles paroles. L'interview tourne à sa fin. Et merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de Emma. Ciao, ciao. Tu couches avec des gens dehors et tout ça, tu couches avec elle et tout ça, en plus tu prends des photos sexy, tu envoies au mec et tout ça. Il va me demander aussi de lui faire des fellations. Parce que j'ai été violée avec ma grand-mère qui est partie aussi si tôt. Et je me suis dit, allez, vas-y, vas-y. On s'est fait attaquer, j'ai jamais vraiment eu peur, j'ai juste eu une montée d'adrénaline. Bonjour à tous. De coucher avec une personne avant le mariage. Écoute-moi aussi.